en aucun cas, la France n'interviendra elle-même au Mali. Parce que, là encore, ce n'est pas ce que nous voulons faire. La France, à la demande du président du Mali et dans le respect de la Charte des Nations Unies, s'est engagée hier pour appuyer l'armée malienne face à l'agression terroriste qui menace toute l'Afrique de l'Ouest. C'est bien les têtes pour l'instant. Cette guerre au Mali, dont le président de la République ne voulait pas, a débuté de façon subite en janvier 2013. Sa première phase s'est conclue de manière rapide par une reconquête éclair. Le nom de Serval a rejoint la longue liste des opérations militaires françaises sur le sol africain. Pourtant, Serval n'était pas une opération de plus en Afrique. Voici son histoire, retracée avec les images tournées par les armées, les journalistes, voire les djihadistes eux-mêmes. Une intervention en urgence, racontée par ses acteurs clés. C'était la première fois que nous venions pour reconquérir, au nom du Mali, au nom de l'Afrique, un territoire qui était occupé. Lorsque nous intervenons au Mali, nous assurons la sécurité du Mali, mais aussi la nôtre. Et nous évitons que se développent des sanctuaires terroristes majeurs, organisés, qui auraient pour vocation à la fois de déstabiliser les États de la zone, mais aussi d'attaquer la France et l'Europe. Les politiques affichent des objectifs clairs. La guerre contre l'expansion du djihadisme terroriste en Afrique. C'est ce qui fait de Serval une opération complexe. Entrer dans ses coulisses, c'est plonger au cœur du pouvoir français, de sa chaîne de décision. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'action militaire et que la solution politique s'impose. Ce n'est pas le cas dans ces pays, donc il faut que l'action militaire ait lieu, mais qu'elle induise la solution politique. C'est comme cela que la France fonctionne. Sur quoi l'action militaire a-t-elle débouché? Une solution politique a-t-elle été esquissée au Mali? Ou bien est-ce trop attendre d'une intervention qui vise avant tout à assurer la sécurité de la France? Une opération militaire, c'est un moment. Et il y a donc un passé et un avenir. Il y a un jour d'avant, il y a un jour d'après. Vous ne pouvez pas l'isoler dans le temps. Quand vous essayez de l'isoler dans le temps, en général, la réalité vous revient en boomerang. Premier ingrédient du cocktail explosif, des djihadistes. Ces hommes font du Sahara une base arrière depuis le milieu des années 90. Ces sourires, ces jeux innocents n'ont rien d'une mise en scène. Ces images n'auraient tout simplement jamais dû être diffusées. Elles ont été tournées par un combattant qui a fait défection d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Hakmi. Ces scènes de la vie quotidienne feraient presque oublier qu'il s'agit de djihadistes aguerris. Leur chef, Abou Zaïd, a déjà semé la terreur en Algérie et s'est fait connaître en 2003 en participant à l'enlèvement de 32 touristes européens dans le sud algérien. À ses côtés, un autre vétéran des maquis algériens, Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne, après avoir perdu un œil en combattant en Afghanistan. À ces chefs algériens d'Aqmi s'agrègent aussi des Maliens. Omar Ouldamaha, qui va bientôt faire parler de lui à Tombouctou, a déjà à son actif l'enlèvement de 2 diplomates canadiens au Niger. La menace que fait alors peser ce groupe pour la France, ce sont les enlèvements d'otages, comme celui spectaculaire des employés d'Areva en septembre 2010. Enlevés au Niger, ils sont détenus au Nord Mali. Hakmi tisse patiemment sa toile dans cette zone désertique, à cheval sur plusieurs pays. Une zone qui est déjà le théâtre de nombreux trafics, drogue, armes, essence.
Et au Nord Mali, AQMI agit dans une quasi-impunité. Je crois qu'il y a eu beaucoup de négligence coupable vis-à-vis d'AQMI, de la présence d'Al-Qaïda sur le territoire malien. Il est vrai qu'au début, il n'avait pas d'activité hostile vis-à-vis du Mali et que les seigneurs d'AQMI et leurs militants s'étaient retirés dans les montagnes de l'Adrar où ils y détenaient les otages. Donc on a laissé AQMI creuser son lit sur notre territoire de manière dangereuse. J'ai beau rencontrer dans les premières semaines de ma prise de fonction les gouverneurs pour les inciter à être vigilants, en particulier le gouverneur de Mopti, pour être vigilant, très attentif au risque d'enlèvement, au risque d'ingérence terroriste. Là, on y en bloc, il n'y a pas de groupe armé, on exagère le risque. Vos otages, me dit-on, mais non, vous n'avez aucune preuve qu'ils soient au Mali. Attention, AQMI, la première victime, ce n'est pas les Occidentaux. AQMI va vous déstabiliser, AQMI va s'en prendre au Mali lui-même, et c'est vous qui serez les premières victimes. Le système va imploser par l'action d'AQMI. AQMI, c'est un problème des Blancs. Le terrorisme djihadiste s'en prend aux Blancs, donc c'est un problème des Blancs, c'est pas un problème des Maliens. Le problème des Maliens, ce sont les Touaregs. Ce qui provoque la chute des pouvoirs maliens, ce sont les rébellions Touaregs. Moussa Traoré est tombé suite à une rébellion Touareg, et ATT aussi, parce que la première offensive dans le Nord, elle n'est pas lancée par AQMI, elle est lancée par le MNLA. Le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, le dernier né d'une longue série de mouvements indépendantistes touaregs. C'est un peu l'élément local du cocktail explosif. Depuis l'indépendance du Mali en 1961, ils ont mené 4 rébellions armées dans le nord du Mali où ils veulent créer leur État, l'Azawad. À partir de juillet 2011, ils sont renforcés par l'arrivée de groupes touaregs qui combattaient jusqu'alors aux côtés de Kadhafi. Ils reviennent au Mali avec de grandes quantités d'armement, déstabilisant un peu plus le pays. Et le pouvoir à Bamako gère le problème à sa façon. Il a même essayé d'utiliser des communautés contre d'autres. L'ennemi, c'est le Touareg, ça c'est clair. Donc il a utilisé AQMI contre les Touaregs, il a agité la menace d'AQMI pour limiter la menace Touareg, etc. Ils sont dans leur jeu malien. Le déni, c'est la communauté internationale, alors qu'elle a fermé les yeux complètement sur la réalité malienne. Mais les Maliens connaissent leur réalité. Simplement, ils ont joué avec le feu et ça leur a explosé à la figure. En janvier 2012, le MNLA prend par les armes la ville de Ménaka, au nord-est de Bamako. C'est le début de l'effondrement de l'armée malienne. Le pouvoir est impuissant, la colère gronde dans la capitale. Le président est déposé par un coup d'État le 10 mars. Un groupe de sous-officiers inconnus, avec à sa tête le capitaine Sanogo, prend le pouvoir. Ça, c'est le chef qui parle. Demandons à la population malienne de rester sereine et de garder son calme. C'est vraiment l'effondrement total. Il n'y a plus rien au Mali. Il n'y a plus rien. Quand on voit qui prend la tête de l'État malien, c'est le capitaine Sanogo. Quand on connaît son profil, on est assez inquiet de ce qui peut se passer pour la suite. Et la difficulté, c'est de trouver des interlocuteurs crédibles et surtout de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce qu'on a quand même le nord du Mali qui est complètement occupé par des groupuscules terroristes, le sud qui n'est plus du tout dirigé. C'est ça la réalité. Et quand vous êtes face à un État comme ça, on peut le qualifier d'État failli. Un État déliquescent, des indépendantistes qui jouent leur partition et des djihadistes imprévisibles s'invitent dans la danse. En quelques semaines, ils s'emparent de toutes les grandes villes du Nord. Après en avoir chassé le MNLA, ils sont maîtres de Kidal, Gao, Tombouctou. AQMI et ses affidés quittent le désert pour les grandes villes où ils paradent au grand jour. De nouveaux groupes salafistes apparaissent. À Tombouctou, Ansardine, essentiellement composé de Touaregs, très proches d'AQMI. À Gao, la ville est tenue par le Moujao, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui recrute des enfants soldats. Certains chefs de Katiba, les unités combattantes, n'hésitent pas à se mettre en scène.
Derrière la mitrailleuse lourde, Omar Ould Damaa, dit Barbe Rouge. Nous, ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. On condamne le racisme, on condamne tout mouvement de rébellion au Mali qui cherche l'indépendance. Ça, c'est des histoires. L'indépendance, c'est l'islam. C'est ça la vraie indépendance. C'est la pratique de la charia, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ce qu'il faut voir, c'est que au fur et à mesure où s'est développée cette situation dans le Nord, il n'y a pas un cloisonnement absolu entre AQMI, le Moujao, Ansar Eddin, Diad Akrali. Il y a toute une masse de troupes qui vont de l'un à l'autre. C'est celui qui paye qui est celui qu'on suit. Les rangs des groupes djihadistes grossissent aussi de volontaires mauritaniens, égyptiens, tunisiens. Mais le Mali ne sera pas un aimant pour volontaires occidentaux comme la Syrie d'aujourd'hui. Abdourahmane fait partie des rares Français à avoir rejoint AQMI. À ce jour, il serait le dernier au sein d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je suis à Tombouctou depuis le mois de Ramadan. Et notre loi religieuse, pour les musulmans, c'est la charia. Donc en tant que musulmans, c'est notre devoir d'instaurer la charia. De ne pas vivre sous la laïcité, ni sous la démocratie. Donc voilà pourquoi je me suis rendu à Tombouctou, pour donner un coup de main aux frères qui essaient d'établir la charia à Tombouctou et ailleurs. Des documents internes retrouvés plus tard à Tombouctou dévoilent la stratégie pragmatique d'AQMI. Créer un État islamique, mais en dissimuler la nature. Le faire diriger par des mouvements locaux, gagner progressivement les cœurs et les esprits des populations, en remettant à plus tard l'application stricte de la charia. La France est bien consciente du problème malien. Mais le nouveau président de la République, François Hollande, pousse une solution régionale du conflit. C'est à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, d'agir au Mali. La France, elle, fait jouer son influence pour que l'ONU autorise un déploiement de forces africaines. En l'espace de 6 mois, jusqu'à fin 2012, elle obtient le vote non pas d'une, mais de 3 résolutions. À chaque fois, l'intervention africaine se précise un peu plus. En septembre, au moment de l'Assemblée générale des Nations unies, tous ceux qui sont autour de nous sont surpris parce que le président de la République et moi-même mettons au premier rang des soucis en Afrique le Mali. Et les gens se disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Et quelle mouche les pique? Et donc, vraiment, la première action, c'est de sensibiliser la communauté internationale à ce qui se passe au Mali. Pendant toute la fin de l'année 2012, la position française est constante. Sur le Mali, ça s'est poursuivi donc après mon départ et ça embraye bien. Alors, j'ai vu... Face aux questions soulevées par toute cette activité diplomatique, le chef de l'État ne cesse d'affirmer son credo. L'Afrique aux Africains. Nous ne pouvons pas, nous, intervenir à la place des Africains. Il faudra transporter les troupes. Très clair, on peut donner un appui matériel, on peut former, mais nous n'interviendrons pas. La France n'interviendra pas. Sur place, à Tombouctou, les mausolées tout juste classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont fracassés à coups de pioche. Et Omar Ould Damaa, Barbe Rouge, défie la CEDEAO. Croyez-moi. L'armée malienne est plus entraînée que la CEDEAO. Ils sont les fils du terrain, ils connaissent le désert à 100%. Donc ils n'ont pas pu résister. Pourquoi? Parce qu'ils voient des hommes affamés de mourir. Depuis plus de 5 mois, on va venir avec les commentaires, avec les assemblées, avec je ne sais pas quoi. Là ils vont même pas venir. Et s'ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire, c'est des histoires ça. Ils sont en train de parler. La CEDEAO agit tout de même. Elle a imposé aux putschistes maliens un président par intérim, Diokounda Traoré. C'est désormais la seule autorité légitime du Mali. Mais son pouvoir est fragile et le temps joue contre lui. L'armée malienne ne pouvait pas faire face à cette coalition de djihadistes, d'islamistes, de narcotrafiquants, etc. Et j'étais convaincu que la CEDEAO aussi, c'était elle qui devait nous aider.
aurait beaucoup de mal à mobiliser ses forces et en tout cas mettrait beaucoup de temps. Or, je savais que de l'autre côté, eux, ils étaient en train de se préparer et qu'ils profitaient justement de cette lenteur pour s'équiper et pour continuer leur action. Donc c'était une sorte de course contre la montre. Moi, je savais que du côté de la CEDEAO, c'était difficile de penser qu'avant plusieurs mois, ils pourraient intervenir. À Paris, le principe de l'Afrique aux Africains fait de plus en plus débat au sein de la diplomatie comme des armées. Et là, c'est là où on a des divergences d'appréciation au sein de l'appareil d'État, puisque la direction d'Afrique a été constante sur le sujet, en ne croyant pas à la possibilité d'une intervention militaire africaine. Et en étant très clair sur le fait qu'il faudrait l'appui d'une armée occidentale, en l'occurrence la France, et que le support aérien ne suffirait pas. Nous sommes un certain nombre au sein des armées, mais pas seulement au sein des armées, à être convaincus qu'il faudra intervenir physiquement sur le terrain à un moment ou à un autre. La question qui se pose, c'est bien sûr quand et selon quels critères. La diplomatie occupe le devant de la scène, mais dans les sous-sols de l'état-major, les militaires se préparent. Le Centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, est le centre névralgique des armées françaises. Rien d'impressionnant à première vue. Des bureaux, des cartes, des ordinateurs. Mais surtout, des connexions permanentes avec l'ensemble des unités françaises et des officiers supérieurs qui essaient de prévoir toutes les situations afin d'être prêts le jour J. C'est ce qu'ils appellent de la planification froide. Et pour eux, plus le temps passe, plus le dossier malien se réchauffe. Dans le deuxième semestre de 2012, nous sentons bien que les choses sont en train de se dégrader et nous sentons qu'au-delà de la boucle Niger qui a été conquise par les groupes armés terroristes, il pourrait y avoir une action vers le sud. Donc les différentes actions que nous menons, c'est déjà d'effectuer des missions de reconnaissance aérienne qui visent à préciser le renseignement sur le dispositif des groupes armés terroristes, sur leur zone d'entraînement, sur leur dépôt logistique, sur les axes de passage principaux qu'ils pourraient emprunter. Des avions Atlantique II, bourrés de matériel de détection, commencent à survoler à partir du Sénégal l'immensité du Nord Mali. Ils surveillent et écoutent l'ennemi pour le compte de la DRM, la Direction du renseignement militaire. Donc en fait, nous avons petit à petit dessiné la situation, imaginé un certain nombre de scénarios et nous étions prêts à réagir. Mais à ce moment-là, nous n'avions aucune autorisation politique pour nous engager au Mali. C'était simplement des réflexions d'anticipation, de précaution. Mais de manière plus discrète encore, un autre service de l'État a mis le Mali sous surveillance, la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Depuis des décennies, elle suit en particulier les mouvements touaregs. Sa surveillance se renforce avec la multiplication des affaires d'otages. Elle accumule quantité de renseignements sur l'implantation des réseaux djihadistes. Elle observe la greffe qui s'opère sur le corps malien. La DGSE travaille sur le temps long. Elle investit dans des régions qui sont des régions potentielles de crise, des régions qui intéressent nos intérêts de sécurité. Et donc, nous étions présents dans le Sahel, ce qui fait que vers 2010, déjà, nous tirons la sonnette d'alarme et informons le gouvernement des risques de déstabilisation de cette région qui se sont ensuite concrétisés. Les appels téléphoniques sont écoutés et localisés. Les passages répétés des satellites d'observation permettent de scruter les djihadistes en train de prendre racine dans des lieux reculés. Ici, ce qui sera appelé plus tard le garage prend forme au fil des mois. Une véritable base logistique. Autant de renseignements qui vont s'avérer précieux pour la suite. Début janvier 2013, les djihadistes imprévisibles font voler en éclats le scénario patiemment bâti par la diplomatie. Cet homme qui salue ses troupes, c'est Yad Hagrali, le chef d'Ansardine. Ce leader touareg historique prend tout le monde de vitesse.
Alors que certains espéraient encore négocier avec lui, Agrali lance ses hommes vers le sud du Mali. D'abord, c'est une surprise parce que le regroupement des forces d'Iyad Agrali s'est fait très vite et a surpris tout le monde, y compris les services de renseignement, puisqu'on a une première alerte qui doit dater de 72 heures avant le début de l'offensive vers le sud, c'est-à-dire on observe un regroupement de forces, il y a des interceptions de communication qui laissent penser que quelque chose se prépare. Il y a des véhicules qui traversent Tombouctou, le bac de Tombouctou, il y a des véhicules qui traversent le Gao, le pont pour descendre, il y a des véhicules qui quittent de Niafunké. Et personnellement, j'étais persuadé que le volume de force qui était en train de venir, ça allait être excessivement difficile pour nos troupes de le contenir sur Konna. Konna tombe le 10 janvier. Les djihadistes filment eux-mêmes leur prise. Ils paradent devant une population qui préfère acclamer les nouveaux maîtres de la ville. Salam alaikum. Takbir. L'armée malienne est une nouvelle fois défaite. Elle s'est repliée à Sévaré, à 60 km au sud, après avoir subi de lourdes pertes humaines. Les djihadistes exhibent leur prise de guerre et exultent. Rien ne semble pouvoir leur résister. La nuit du 10 au 11 janvier est une nuit noire pendant laquelle presque personne n'a dormi dans ce pays. Parce que les djihadistes avaient pris Konna. Mopti et Sévaré commençaient à se vider. Et le plan des djihadistes, très clairement, était de venir procéder à la prière du vendredi dans la grande mosquée de Mopti. La vraie question qui se pose à ce moment-là, elle est très simple, c'est veulent-ils aller jusqu'à Bamako ou pas? La chute de Mopti Sévaré, la grande ville du centre, constituerait un tel choc que le pouvoir à Bamako s'écroulerait sur lui-même. Les djihadistes n'auraient plus qu'à ramasser le pouvoir. Si on ne bouge pas, alors le plus grave va arriver, et alors, à partir du Mali, un sanctuaire terroriste se mettra en place, et alors, c'est notre sécurité aussi qui sera en jeu, et que le processus qui avait été initialement prévu, qui était une mobilisation des forces militaires des pays de la zone, sera insuffisant ou ne sera pas prêt à l'heure. Il fallait anticiper, c'était indispensable. À ce stade, le pouvoir français, qui a toujours refusé d'envoyer des troupes au sol, n'a pas la possibilité juridique d'intervenir. Les résolutions de l'ONU ne prévoient qu'une intervention africaine. Il faut changer de plan en urgence. La charte de l'ONU permet de porter secours à un pays membre. Mais pour cela, il faut que les autorités maliennes appellent officiellement la France à l'aide. Le 8 ou le 9, je suis en contact avec le président Hollande, en contact téléphonique, et qui me dit, mais est-ce que vous pensez que ces gens-là vont attaquer? Mais je lui dis, oui, j'en suis sûr. Je suis sûr que dans les 72 heures, ils vont attaquer. Et j'ai dit, je ne suis pas sûr qu'on arrive à contenir cette attaque si nous n'avons pas une couverture aérienne. Et il est largement temps que la France intervienne si elle le veut bien. Et la réponse qui m'est parvenue, c'est que oui, nous sommes prêts à intervenir. Mais évidemment, il faut que vous en fassiez la demande express. Oh bah, la lettre, on ne peut pas jouer plus vite que la musique. On presse les autorités maliennes de la faire parvenir le plus rapidement possible. Parfois, ça a été... effectivement, il a fallu faire pression parce qu'on a le calendrier à New York, on a le calendrier à Paris, donc effectivement, il y a des circonstances, on dit, on voit le temps qui tourne et où on est amené à dire aux Maliens, si vous nous remettez une lettre, mettez-la rapidement parce que... La lettre de demande d'assistance est finalement transmise le 10 janvier au soir. Le lendemain matin, François Hollande réunit à l'Élysée un conseil de défense restreint. Selon la Constitution, le chef de l'État est le seul à pouvoir décider d'une entrée en guerre. Contrairement à la très grande majorité des pays occidentaux, il n'a pas besoin de l'accord du Parlement. Ce conseil de défense... Est-ce que je décide seul? Oui, parce que, en dernier ressort, c'est le président de la République, c'est le chef de l'État.
qui, devant le Conseil de défense, prend l'acte d'intervenir. Mais je prends l'avis des ministres qui sont présents, chef d'état-major des armées, chef d'état-major particulier. Il y a aussi les services de renseignement qui sont là, qui peuvent nous donner des indications utiles sur un certain nombre de dangers. En quelques heures, le président a reçu l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Et les notes de la DGSE préviennent de l'imminence de l'effondrement malien. Ce n'est pas au directeur général de la sécurité extérieure de dire Monsieur le Président, il faut y aller. C'est le président qui, en fonction de la description de la situation qui lui est faite, dit eh bien, la situation est vraiment critique. Maintenant, il faut intervenir. Si on n'intervient pas, l'ensemble du Mali tombe sous la coupe des djihadistes. C'est lorsque nous étions à ce moment-là certains d'infliger des pertes aux terroristes que j'ai pris la décision d'intervenir. C'était la seule possible, c'était la seule utile. La France intervient au Mali et les forces spéciales vont être son fer de lance. Rapides, discrètes, flexibles, elles sont employées dès les premières heures de crise. Ces forces spéciales ont un autre avantage. Elles sont déjà présentes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest depuis 2009. Ce dispositif s'appelle Sabre. Il permet d'avoir des forces prêtes à intervenir rapidement en cas de prise d'otage, par exemple. Le très discret QG de Sabre n'est qu'à 300 km de la frontière malienne, au nord de Ouagadougou. Il n'en existe que quelques photos. Sur place, les hommes des forces spéciales disposent de leurs propres avions de transport, d'hélicoptères, d'armements sophistiqués, de camps d'entraînement. Et dès fin 2012, Sabre est en état d'alerte maximale. Nous effectuons des reconnaissances pour savoir où est l'adversaire, ce qu'il est en mesure de faire, quelles sont ses forces, quels sont le volume réel de ses forces. Il n'y a pas de guerre sans renseignement. Il faut être renseigné. Pour être renseigné, bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle les capteurs techniques, les interceptions électromagnétiques, les images prises par satellite ou par avion, mais également, ce qui est bien, c'est de voir à partir du sol ce qui se passe. Le 10 janvier 2013, soit une journée avant la décision officielle d'intervention, 2 avions des forces spéciales décollent de Ouagadougou. À leur bord, des soldats en armes qui, même si la France n'est toujours pas en guerre au Mali, vont se poser à Sévaré. L'urgence oblige à improviser. Je risque d'être interrogé par les médias locaux en me disant c'est quoi ça On est tombé d'accord, je crois, pour dire que c'est dans le cadre de la reprise de la coopération militaire, sans donner plus de détails. À ce stade, c'était pas utile. En accord avec les Maliens, effectivement, on a prévu de faire un exercice. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui aient franchi la frontière. Ils y sont invités. En réalité, à partir de l'aéroport de Mopti-Sévaré, le détachement des forces spéciales réalise ce qui est appelé une mission de liaison-contact. Ils sont là pour sentir le pouls de l'armée malienne, la conseiller. En aucune manière, normalement, pour participer au combat. La situation, je pense qu'elle avait un peu dépassé les critiques et elle s'approchait. Elle s'approche du désespéré. Et j'avais été appelé d'abord par mon chef d'état-major général me disant « Tenez bon, vous allez avoir des gens qui vont vous renforcer. » Et là, du coup, vers 16h, nos gens étaient déjà revenus et les premiers éléments français arrivent au niveau de mon PC. Et je me dis quelque part que l'arrivée des forces françaises a été salutaire. C'est une armée en déroute qui accuse le coup, le regard un peu vide, hagard. En même temps, content de voir des forces françaises qui arrivent. Et dans un premier temps, ils pensent qu'on est là pour évacuer les blessés. Les hommes des forces spéciales demeurent toujours anonymes. Le lieutenant de vaisseau, S, a fait partie des tout premiers arrivés à Sévaré. L'environnement immédiat, il était pas sûr, parce que la ligne de front, elle était à maximum 3 km. Donc on était vraiment au contact. On n'était pas membré pour tenir face à un gros volume de forces adverses, avec une armée qui était en déroute et qui tenait pas des positions vraiment très, très fermes sur le terrain, quoi. Le 10 janvier au soir, les forces spéciales aident les Maliens à organiser la défense de Sévaré. La nuit qui tombe leur serait favorable pour mener des opérations.
Mais elles ne s'éloigneront pas de l'aéroport. On sait que la nuit, on a une supériorité. La faiblesse des forces spéciales, c'est son nombre, une faible puissance de feu, qui est contrebalancée par la discrétion avec laquelle elle intervient et la soudaineté de ses interventions. Cette discrétion, on la gagne de nuit. La nuit nous protège, on a des capacités technologiques qui nous permettent d'y voir et de combattre de nuit. Mais l'autorisation du chef de l'État n'arrive que le lendemain. 4 heures seulement après le Conseil de défense, 2 hélicoptères des forces spéciales décollent en plein jour pour détruire des pick-up djihadistes. Le président a choisi d'envoyer un signal immédiat pour signifier la détermination française. Première intervention, premier combat et premier mort français. Là, on entend le copilote qui annonce un pilote touché, un pilote touché. Et là, je vois la porte de l'hélico qui s'ouvre. C'est Damien lui-même qui s'extrait, enfin qui tombe sur le côté. Et bon, ben voilà. Donc ça a été un moment assez dur dès le départ de l'opération, quoi. Qui nous a tout de suite donné le tempo et voilà, on s'est dit ok, il faut pas qu'il soit mort pour rien, quoi. Premier jour de Serval, premier mort. Bien, mesdames, messieurs, je viens devant vous ce matin avec le chef d'état-major des armées dans une situation de gravité. Mais le décès de Damien Boiteux ne modifie en rien le déroulement de l'opération. En ce moment même, nos moyens aériens sont engagés. Des unités convergent vers ce théâtre. Les avions engagés au Mali sont gérés depuis un PC profondément enterré. Le Centre national des opérations aériennes a commencé à vivre au rythme de Serval. Les missions se construisent ici, à 3000 km du Mali. Les premiers avions à frapper partent du Tchad, le soir du 11 janvier. D'autres bombarderont le Mali depuis la France, une mission de près de 10 heures de vol. Le but de la chasse est de stopper la progression des djihadistes en bombardant leurs pick-up, mais aussi de leur briser les reins en intervenant très en arrière sur leur centre de commandement, leur dépôt logistique, leur centre d'entraînement. Autant de lieux où ils pouvaient se croire à l'abri. Pendant ce temps, aidée par les forces spéciales françaises, l'armée malienne reprend Konna. Sa première victoire après une longue série de déroutes. Les djihadistes n'auront même pas eu le temps d'utiliser le matériel abandonné par l'armée malienne. Il y a certainement une énorme surprise chez les djihadistes. Aucune déclaration publique ne laissait imaginer qu'on interviendrait aussi vite, aussi fort. Ils ont été frappés quand même assez durement dans les premiers temps parce qu'ils étaient très concentrés. Donc ils offraient des cibles à nos frappes aériennes et aux frappes des forces spéciales. Et du coup, ils ont reflué dans un premier temps. Et l'idée, c'était quand même de ne pas leur laisser le temps de se réorganiser, donc de pousser notre avantage en atteignant le plus vite possible la boucle du Niger, avant après de relancer notre action vers le nord du pays. Les djihadistes viennent d'être arrêtés à Konna. Mais plus à l'est, ils continuent de se faufiler en visant un autre verrou sur la route de Bamako, Diabali. Diabali, qui est tombé en 15 minutes. Là, on a eu très peur parce qu'effectivement, nos gars étaient imbriqués à l'intérieur. On a vraiment pris des risques importants pour essayer que ce verrou ne tombe pas. Et à un moment donné, j'ai fait reculer les gens qui étaient sur place, derrière le fleuve Niger, pour être sûr de ne pas me faire dépasser par la droite ou par la gauche, parce qu'on était persuadés qu'ils franchiraient le fleuve à d'autres endroits qu'on ne verrait pas. Et je voulais pas me faire dépasser et me retrouver totalement isolé en territoire adverse. Les hommes des forces spéciales ne sont que quelques dizaines face à plusieurs centaines de djihadistes qui ont pris Diabali. Et les Français s'attendent à ce que l'ennemi pousse son avantage vers le sud en prenant la ville suivante, Markala. Le moment fatidique, c'est le moment où la journée se lève. C'est-à-dire que là, ils seront mis en place pendant la nuit, peut-être. Eux, ils sont en mesure de combattre à partir du moment où le jour se lève. Donc, ce serait con que la ville, elle peut tomber en 30 minutes. Ce serait con qu'ils arrivent une fois que la ville est tombée, tu vois. On n'est pas très long, les gars, sur les postes. Je vérifie simplement les petits conseils que l'on aura donnés ont bien été mis en œuvre.
Les forces spéciales organisent la défense des soldats maliens qui se sont repliés eux aussi derrière le fleuve Niger après la chute de Diabali. Pourquoi elle est tournée là-bas, la tourelle? Il faut rajouter un binôme là, qui surveille tout le temps l'arrivée de la route ici. D'accord? Parce que là, avec vos yeux, vous ne pouvez pas voir. Ce qui nous a le plus surpris, c'est le manque de combativité des Maliens à ce moment-là. Leur manque de combativité n'était pas né d'une incompétence technique. Il y avait une faiblesse du leadership, d'une certaine manière, mais il y avait surtout une panique générale. Au petit matin, pas d'offensive djihadiste. Ils ne franchiront pas le Niger. Les frappes aériennes et celles des hélicoptères Tigre les ont chassés. Le premier objectif est désormais atteint. L'avance des groupes armés terroristes est stoppée. Mais pour la reconquête de la boucle du Niger et du nord du pays, il va falloir des troupes au sol, beaucoup de soldats qui, dès le premier jour, affluent au Mali. Ils viennent tout d'abord des forces prépositionnées de longue date en Afrique. Épervier au Tchad, licorne en Côte d'Ivoire. Ensuite, en métropole est activée l'alerte Guépard, prévoyant la projection de milliers d'hommes dans des délais rapides. On va projeter quand même plus de 5000 hommes de France, donc c'est déjà ce qu'on appelle l'acheminement stratégique de la France jusque sur le théâtre. Et il y a un seul aéroport qui peut se permettre d'accueillir les gros porteurs, c'est Bamako. Manque de chance, il est quasiment au plus loin par rapport à la zone d'opération, parce que Bamako est tout à fait au sud, et le but c'est quand même de rejoindre le nord du Mali. Il y a 1800 km ou 2000 km entre Bamako et puis la frontière entre le Mali et l'Algérie, donc c'est gigantesque. En quelques jours, la France va assécher le marché de location des énormes avions cargo Antonov. Les aviations alliées sont mises à contribution. Sans tous ces moyens, impossible d'acheminer aussi rapidement la force Serval à Bamako. L'apport européen se limitera à la logistique et à la formation de l'armée malienne. Pour les combats, la France sera seule avec des forces africaines. Est-ce que je confirme bien qu'il y a les premières unités du Tchad qui sont arrivées au Niger? Il faut se déployer rapidement pour bousculer les terroristes, mais aussi parce que le pouvoir politique a besoin de résultats rapides. L'opinion publique soutient majoritairement l'entrée en guerre, mais elle peut se retourner en cas d'enlisement. Le spectre des précédents afghans et irakiens plane désormais sur chaque opération. Le président de la République a dit, bon, il faut qu'on aille plus vite. Bien sûr. Donc on a tout fait aussi pour aller plus vite. Et arrivé à un certain moment, vous dites, Monsieur le Président, attention, les risques commencent à devenir vraiment très très élevés. Les risques, ce sont des risques de perte, bien sûr. Pas seulement d'échec, mais aussi de perte. Bon, écoutez, le Président nous a demandé d'accélérer autant que possible. On a toujours été en avance de quelques jours sur les dates que nous avions données. Une course de vitesse s'engage. Et à ce jeu-là, avec leur extrême mobilité, les forces spéciales sont les plus adaptées. Là, on allait très vite. Alors là, c'était la chevauchée fantastique. Dès le 23 janvier, les quelques dizaines d'hommes qui ont repris Konna se dirigent vers Gao, à bride abattue. Pour vous imaginer, on a traversé à plus de 100 à l'heure des villages, faisant abstraction de toute règle de sécurité. Bon, ça a payé, voilà. À un moment, on traverse un village, et de nuit, donc avec la poussière que ça soulève, les véhicules, etc., à fond de 5e. Et je vois encore cette image du djihadiste potentiel, enfin typique en tout cas, qui nous fait un petit signe comme ça, en croyant peut-être que c'était des collègues à lui qui passaient de nuit tout feu éteint. Voilà. Cette folle équipée des forces spéciales s'achève à Gao le 25 janvier au soir. Leur mission ? Prendre le pont sur le fleuve Niger, stratégique car le seul de la région. Pendant ce temps, vers minuit, c'est par les airs que d'autres forces spéciales parties de Ouagadougou s'emparent de l'aéroport. Un posé d'assaut sur une piste obstruée à mi-parcours par des blindés. L'avion fait demi-tour à quelques mètres de l'obstacle,
baisse son pont arrière et, sans couper ses moteurs, laisse sortir les véhicules des forces spéciales. L'avion redécolle aussitôt. Le posé d'assaut n'aura duré que 5 minutes. Les forces spéciales sont rejointes par des commandos parachutistes. Pendant 36 heures, 250 militaires vont tenir cette ville de 100 000 habitants. Le gros des troupes françaises et maliennes, qui ont accumulé des retards sur la route, parviennent enfin à rejoindre Gao libéré. C'est bon, mon colonel? Ouais. La ville est à vous. Bien, tout le monde avec moi. Allez, donc on roule. Vous nous suivez, non? On vous suit. Formidable. Ouvrez le bal. Comme depuis le début, les forces spéciales s'éclipsent et laissent les Maliens entrer les premiers en libérateurs. On reprend la ville, il y a des journalistes qui sont présents, il y a également le maire de Gao qu'on est allé chercher à Bamako pour le réinstaurer en tant que premier magistrat dans sa ville. Évidemment, c'est de la communication, mais on a bien conscience que la foule en liesse qui accueille les armées maliennes, c'est quelque chose qui va être indispensable au soutien populaire de l'opération par le peuple malien, mais aussi à la légitimité de notre intervention vis-à-vis de notre employeur politique. Une opération comme Serval a besoin de symboles. L'Élysée avait demandé que les militaires prennent Gao avant le 1er février. Mission accomplie. Mais le chef de l'État va bousculer le plan des militaires. Il leur demande de prendre le plus rapidement possible la ville de Tombouctou. Il est chef de guerre, le président de la République. C'est lui le patron des armées, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui donne les orientations. Et il le fait là comme il l'a fait ailleurs. Et il considérait qu'il était urgent d'aller vite, d'anticiper, et que Tombouctou était un point urgent à prendre, et c'est ce qui a été fait. D'un strict point de vue technique, je dis bien technique, Tombouctou, à l'origine, n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais Tombouctou s'appelle Tombouctou, et c'est donc un symbole. Et la force du symbole, aussi bien vis-à-vis des djihadistes que vis-à-vis de la population malienne, que vis-à-vis du reste de la communauté internationale, est telle que le président dit « il faut que Tombouctou tombe ». Nous devons prendre Tombouctou. Le CPCO considère que la ville est prenable rapidement, mais avec des risques. L'évacuation médicale pourrait être ainsi difficile en cas de combat. Les services de renseignement divergent sur la présence ou non de 300 djihadistes dans le fief d'Akmi. Serval s'adapte au jour le jour. Au Mali, l'ordre est donné de faire route vers la perle du désert. La plupart des hommes de cet immense convoi de centaines de véhicules ignorent leur objectif final. Ils savent seulement qu'ils doivent avancer aussi vite qu'ils le peuvent sur des pistes sableuses, parfois marécageuses, aux alentours du fleuve Niger. Le convoi est à la peine. Les hélicoptères vont parfois devoir guider les véhicules pour trouver la bonne piste. On décolle et on voit effectivement des véhicules au loin, leur panache de fumée. Et on se dit, ils sont là. Sauf que je vois un mur de fumée étalé sur 30 km, un front de 30 km et une profondeur de 50 km. Et des véhicules ensablés, les pneus qui ont explosé, des véhicules faisant demi-tour. J'ai vu un convoi qui était perdu. C'est vrai que entre les volontés de Paris et la réalité du terrain, il y a toujours un delta. C'est la nature qui commande. Certains camions vont mettre 10 heures pour parcourir 800 mètres. Forcément, on aurait voulu que ça aille plus vite, on aurait voulu prendre Tombouctou un jour ou 2 jours avant, mais il a fallu repousser une fois, 2 fois la prise de Tombouctou parce que la colonne avait quand même pratiquement 1000 km à faire sur un terrain qui n'avait pas de route et pas de piste. Pendant que les troupes au sol progressent difficilement, les parachutistes se préparent à Abidjan. Pour tenir le timing imposé par les politiques, les militaires n'ont d'autre solution qu'une opération spectaculaire. Une opération aéroportée. Le 27 janvier, 250 paras, issus pour l'essentiel du 2e REP, embarquent.
Il n'avait plus eu l'occasion de sauter avec autant d'hommes depuis Colvézi, 35 ans auparavant. Dans l'avion, il fait nuit. On sent le poids de notre équipement qui repose sur nos épaules. On commence à être un peu endolori. Et lorsque le go sonne, on sort de l'avion comme une fleur. À ce moment-là, il n'y a plus de questions. On regarde où sont les autres. La nuit est claire. Le sable clair en dessous, avec la lune, se voit très bien. On distingue Tombouctou. On touche le sol. On reprend contact avec la réalité. Et là, on se retrouve isolé en territoire hostile. L'ennemi a en fait déserté la ville juste avant l'arrivée des Français. La jonction des paras avec les troupes au sol se fait au petit matin, sans combat. À l'Élysée, on savoure la réussite. Très bien. Bon, tu féliciteras aussi les militaires. Oui, je trouve. La manœuvre a été bonne. Malgré Oui. Il y avait 2 lignes depuis le début. Oui, le président ne tarde pas à exploiter ce symbole. 5 jours après la libération de la ville, François Hollande pose le pied à Tombouctou. Ce président, qui déclarait ne pas vouloir de soldats français dans un conflit africain, avoue vivre là le plus beau jour de sa vie politique. J'ai vu une population libérée. J'ai vu une population qui venait exprimer sa joie d'être débarrassée des terroristes d'AQMI et d'autres. J'ai vu des femmes et des hommes crier pour remercier la France. Et c'est vrai que c'était très émouvant. Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius laissent échapper une petite larme. Cette guerre qu'il n'avait pas voulu, le président la présente désormais comme un juste retour de l'histoire. Moi, je n'oublie pas que lorsque la France a été elle-même attaquée, lorsqu'elle cherchait des soutiens, des alliés, lorsqu'elle était menacée pour son unité territoriale, qui est venu alors? C'est l'Afrique, c'est le Mali. Merci. Merci au Mali. Nous payons aujourd'hui notre dette à votre égard. Jamais, en 53 ans d'indépendance, en février 2013, la cote de la France n'avait été aussi haut au Mali. Il y avait un consensus et tout le monde admettait que la France était venue en appui aider le Mali et le sauver du désastre. Mais c'est vrai que il y a le doute qui est né de notre position ambiguë sur Kidal. C'est ça que j'aurais voulu éviter. La ville de Kidal est l'étape la plus délicate de la reconquête du Nord. Les forces spéciales reçoivent l'ordre de s'y poser moins de 3 semaines après le début de l'intervention. Un saut dans l'inconnu. Cette ville est considérée par les indépendantistes touaregs du MNLA comme la capitale de l'Azawad, le territoire qu'ils revendiquent. Les djihadistes l'auraient fui, mais le MNLA qu'ils avaient chassé ne tient pas pour autant toute la ville. Nous sommes moins bien accueillis que nous ne l'avons été à Gao. Il n'y a pas d'agitation de petits drapeaux français, il y a simplement les enfants qui crient Azawad, Azawad, Azawad. Et donc on rentre dans une espèce de zone un peu plus compliquée, et complexe. Est-ce que les gens, lorsqu'on allait y arriver, nous considéraient comme des ennemis ou non? Et donc, il faut faire attention, à la fois être très efficace, en même temps ne pas se faire instrumentaliser, ni par le gouvernement central, ni par les, entre guillemets, rebelles. Et c'est là où il faut que les militaires soient diplomates. Le chef du détachement Sabre vient en personne gérer une situation très floue. Je rencontre physiquement sur la piste des leaders du MNLA et je leur dis clairement le message de la France qui est « vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous ». S'ils avaient cru à un moment donné que la France venait pour les aider eux et cautionner cette partition du Mali, j'avais pour but de les contrer immédiatement et de leur dire quelle était la réalité. La réalité n'était pas celle-là. Elle était bien l'intégrité totale du Mali. Et ils font contre mauvaise fortune bon cœur parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. Nous avons la supériorité militaire et ils le voient bien. C'est assez ambigu. C'est assez ambigu. Mais pour moi, les choses étaient claires.
s'ils ne prenaient pas les armes contre nous, ce n'étaient pas nos adversaires. Ce qui était nos adversaires, c'était AQMI, ce n'était pas le MNLA. L'adversaire du moment, c'était AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc c'est ceux que l'on visait. Quand on a pris contact avec les chefs du MNLA, on leur a demandé de nous indiquer l'endroit où se trouvaient les gens d'AQMI. Les forces françaises venues aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale n'ont d'autre choix que de côtoyer le MNLA qui, lui, lutte pour la partition de ce même Mali. Bien évidemment, sur les Touaregs, quand vous êtes sur un terrain comme ça, vous avez besoin des populations locales pour faire ce genre d'opération. Et c'est là que la confusion a eu lieu, en fait. Et c'est qu'on s'est appuyé sur des mouvements, et les mouvements se sont prévalus, en fait, de cet appui. La position de la direction d'Afrique a toujours été très claire là-dessus, c'est qu'il n'est en aucun cas envisageable de s'appuyer sur les Touaregs pour lutter contre AQMI, parce que là, c'est mettre le doigt dans un engrenage politique que Bamako ne nous pardonnera pas. Ce qu'une partie de la population malienne comprend mal également, c'est l'absence de sa propre armée à Kidal. La remontée des soldats maliens s'est arrêtée à Gao. En coulisses, beaucoup respirent. Des affrontements étaient redoutés à Kidal entre le MNLA et l'armée malienne, avec le risque d'une nouvelle guerre civile. Il n'y a jamais eu d'interdiction de notre part aux forces maliennes. D'abord, on n'était pas en capacité ni en droit de le faire. Mais la question ne se pose même pas. Ils n'en sont pas capables. Il n'y a pas. Vous n'allez pas faire monter quelque chose qui n'existe pas. Il faut qu'ils existent d'abord. Une fois qu'ils existent, il faut qu'ils soient capables. C'est une autre affaire. Non, il n'y a simplement pas suffisamment d'hommes. Moi, j'avais en tête que ma mission, c'était quand même de venir restaurer la paix et la stabilité au Mali et d'éviter effectivement que dans le conflit qu'on avait avec les djihadistes, il y ait des affrontements parce qu'on n'avait pas maîtrisé une situation entre Maliens. La paix entre Maliens et Touaregs du MNLA attendra. Pour l'heure, les Français remettent le contrôle de Kidal aux Tchadiens. Habitués à combattre dans le désert, ils viennent prêter main forte aux forces françaises pour la reconquête du Nord Mali. Un mois après le début de l'intervention, les djihadistes ont reflué. Le Nord Mali est libéré. Les militaires ne vont pas se contenter de tenir le terrain comme en Afghanistan, car le pouvoir politique a décidé d'aller plus loin. « Détruisez-les », a dit le président en parlant des djihadistes. Oui, donc j'ai donné cet ordre. Il ne s'agissait pas simplement, si je puis dire, de faire la guerre simplement en dentelle. Vous savez, être en dentelle au Mali, ça ne me paraît pas être la posture nécessaire. Car ce n'étaient pas des groupes isolés, ce n'étaient pas des guérillas, c'était une véritable armée terroriste qui était en mouvement. Il ne s'agissait pas simplement de les repousser. L'ordre est lourd de conséquences. Les militaires vont devoir s'exposer beaucoup plus que dans les précédents conflits. Mais encore faut-il trouver l'ennemi dans cette immensité désertique. Voilà, alors à partir de mi-février, en fait, on est un peu dans le brouillard de la guerre. Et on a en fait même la crainte de se dire on a libéré le Mali, promettant de la manœuvre, mais on n'a pas détruit l'ennemi, puisqu'on ne l'a pas trouvé et il s'est peut-être d'ailleurs enfui du pays. Ils se sont d'une certaine façon terrés, ils ont disparu dans l'immensité du désert. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où finalement les choses vous échappent à vos capteurs et vous avez besoin d'un moment pour dire bon, maintenant où est-ce qu'ils se sont mis, vers où ont-ils reflué? Les grandes oreilles de la DGSE et de la direction du renseignement militaire traquent les téléphones satellitaires des djihadistes. Mais après la conquête des villes du Nord Mali, plus rien. Vous n'aurez jamais, comme certains peuvent l'imaginer, tous les renseignements avec la position de chaque ennemi en face de vous. C'est pas vrai. Il va falloir à un moment aller le chercher. Vous avez beau avoir des satellites, des caméras thermiques, tout ce que vous voulez. À un moment, il va falloir le trouver. Des colonnes de véhicules
prennent donc le risque de s'aventurer au cœur de la région de l'Adrar des Iphoras, leur sanctuaire présumé. Les premiers combats ont lieu le 19 février à l'entrée ouest de la vallée de la Mététaille. L'ennemi s'est retranché là, dans cette vallée désolée, loin de tout. À ce moment-là, on se dit que les combats, d'abord que nous les avons trouvés, qu'ils sont bien présents et qu'ils tiennent cette vallée de la Mététaille, que les combats vont être difficiles, durs, face à un ennemi déterminé, retranché et organisé. Lâche une rafale dedans, une rafale... Allez, tu me la fais chanter. Jusqu'à fin mars 2013, les combats dans l'Adrar des Iphoras vont être d'une intensité inédite, même pour ceux qui ont connu l'Afghanistan. 4 soldats français et 26 Tchadiens y trouveront la mort. Certains légionnaires ont dû tuer celui qui était en face à quelques mètres pour ne pas être tué. Voilà, donc c'est des combats d'infanterie comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps, avec des gens qui étaient décidés à mourir et prêts à mourir. On a vu pour la première fois des combattants qui n'hésitaient pas à bondir de poste de combat en poste de combat, parfois à 300 mètres de char. 4 hommes dans un poste de combat, le char tire, 3 morts, il reste un vivant. Le vivant n'hésite pas à se lever, à partir et dans un autre poste de combat, à prendre une autre arme, à continuer la guerre. Donc ce sont effectivement des combattants très pugnaces, déterminés. Il y a un tireur à gauche, c'est sûr. Les militaires progressent avec méthode. Les uns après les autres, les postes de combat djihadistes, comme ce piton rocheux, sont détruits. Sa défense n'est le fait que d'une dizaine d'individus, mais parfaitement organisés et acharnés. Il bloque la progression de 130 parachutistes pendant plus d'une journée. L'ennemi, c'est son sanctuaire, il faut bien imaginer qu'on n'est pas juste rentré pour pousser l'ennemi. L'ennemi nous attendait. L'ennemi, il a fait ça de façon intelligente. Chaque poste était appuyé par un autre poste. Ce sont des vrais combattants. Et certains points d'appui ont nécessité plusieurs assauts pour pouvoir être pris. Lors d'un assaut, le caporal-chef Charenton du 1er RCP trouvera la mort. Au cours de la journée, les militaires vont tout essayer pour anéantir la résistance du Piton. Tirs de canon à partir d'un hélicoptère Tigre. 6 tirs de missiles Hot d'hélicoptère Gazelle. 6 missiles Milan de l'infanterie. Et à chaque fois, l'ennemi réplique, fait savoir qu'il est toujours là. La chasse larguera même 2 bombes de 250 kilos. Bombe larguée. Elle arrive. Éclat pendant 45 secondes. Mais les défenseurs du Piton continuent à répliquer. L'assaut final ne sera donné que le lendemain par 25 commandos du 2e REP. Entre les assauts de la veille et notre passage, l'ennemi, pour partie, s'était exfiltré. Donc il avait profité de la nuit pour se replier vers le sud. Et finalement, il restait une résistance très faible lorsque nous sommes allés sur ce Piton. Quand on est arrivé, il restait plus de 700 munitions. Il restait 7 lieux de vie. On voyait bien les postes de combat, avec les munitions, avec les courants, les tenues de prière. Il y avait de quoi équiper une quinzaine de personnes. Un seul corps. Bon, clairement, et ça a été le principe sur tout la Mététaille, ça a été à peu près pareil lorsqu'on a effectué nos fouilles. Un personnel pour effectuer une ligne d'arrêt et les autres ont tenté de s'enfuir. Les combats rapprochés dans l'Adrar vont réserver une autre mauvaise surprise aux militaires français. Environ 4 à 5 personnels. Les djihadistes ne sont pas tous des combattants aguerris. Entendez bien, ok? Moi, copain, d'accord? Toi, tu vas te lever 2 mains, comme ça, ok? Vas-y, doucement. Allez, viens. Voilà. Stop, bouge plus. On se retrouve face à des adolescents, voire même plus jeunes, des gens que je qualifierais d'enfants. Les chefs étaient partis. C'était des porteurs de munitions qui ne savaient pas utiliser leur matériel et qui n'étaient pas prêts à se défendre face à nous, en fin de compte. Des combats intenses ont également lieu dans la région de Gao. Avant de fuir,
les djihadistes sèment des IED. Ces engins explosifs improvisés se déclenchent par simple pression au passage d'un véhicule ou à distance par téléphone. Les convois avancent souvent au pas des démineurs. L'expérience afghane incite à la prudence. Plusieurs IED sont détectés à temps. D'autres feront plusieurs blessés et causeront la mort de 3 soldats français dans le nord. Il y a eu un moment, début avril, où l'ennemi a dû se dire j'ai trop de pertes par rapport aux pertes que j'engendre aux Alliés. Très clairement, ils ont évité le contact. Voilà. Donc il y a eu un moment où en fait les combats se sont arrêtés par faute de combattants. La guerre a changé de visage. Il s'agit de traquer des djihadistes qui refusent le combat frontal. Ces images sont prises par la caméra infrarouge d'un hélicoptère. Il a pris en chasse un pick-up avec 11 personnes à bord, des personnels dans le langage militaire. Le pilote et le copilote sont à l'affût de comportements suspects. Il y a des personnels qui débarquent, 2 personnels débarqués. Donc il y a un mec qui se poste face au sud a priori. Je confirme la présence avec le 47. Les personnels débarquent. Oui, reçu, donc changement de situation alors. Reçu, donc un personnel qui vient de tomber en garde. Oui, donc il y a 11 personnels qui ont débarqué, dont 6 qui sont tombés en garde. Donc présence d'armement confirmée. Reçu. Impossible de savoir s'il s'agit de Touaregs du MNLA ou de djihadistes. En l'absence de certitude, les militaires ne tireront pas. On s'aperçoit qu'ils se diluent par petits groupes, des convois de 2-3 véhicules, rarement plus, rarement avec de l'armement visible, souvent caché sous des bâches, donc difficilement identifiable comme ça au premier coup d'œil. Ce qui nous permet de discriminer, c'est notre capacité à l'observer longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est bien obligé de débarquer son armement, il est bien obligé de se mettre en position de combat, il est bien obligé de mener une action. Tout l'enjeu, c'est d'être capable de l'observer suffisamment longtemps pour être là au moment où il va se dévoiler. Cette permanence est rendue possible par les drones. Ces avions pilotés depuis le sol font de la vidéo en temps réel. L'image est transmise aux troupes au sol qui peuvent voir les obstacles, les ennemis. Mais face à l'immensité de la bande sahélienne, les drones ne sont que des webcams dans le désert. Pour savoir où chercher ou frapper, il faut du renseignement. Depuis le déclenchement de Serval, les Américains mettent à la disposition des Français leur arsenal de surveillance. Et la DGSE continue à alimenter les militaires. Il y a d'abord la connaissance historique des groupes terroristes que la DGSE est seule à détenir. Ensuite, il y a aussi le renseignement humain, puisque la DGSE a l'exclusivité de la recherche clandestine à l'étranger. Donc, elle seule traite des sources humaines à l'étranger. Et donc, on peut dire ainsi que depuis janvier 2013, mon service a fourni, dans 90% des cas, le renseignement qui a permis à nos forces armées de neutraliser ces cibles. De son côté, la direction du renseignement militaire exploite aussi tout ce qui a été découvert dans les caches des djihadistes au Nord-Mali. Là, c'est le cahier typique pris par un apprenti djihadiste. Donc, c'est un cahier qui explique un petit peu la fabrication d'explosifs à partir de produits d'usage courant qui peuvent être trouvés au Mali, donc avec différentes formules chimiques, différentes méthodes, la confection d'un détonateur, tous ces enseignements qui sont dispensés dans les camps d'entraînement djihadistes. Les disques durs des ordinateurs trouvés dans les caches en plein désert livrent les modes d'emploi permettant de transformer un téléphone portable en détonateur. Les djihadistes ont filmé leurs ateliers de fabrication d'IED
ces engins explosifs artisanaux. De quoi identifier les artificiers. Toute une somme d'indices qui pourrait permettre de remonter à des chefs particulièrement visés par les militaires. Ils sont très difficiles à voir, parce que ce sont des gens intelligents, qui connaissent nos capacités, qui adaptent leur propre mode d'action, moins grande utilisation de leur téléphone, une plus grande dispersion sur le terrain, ne disent jamais où ils vont. S'ils font téléphoner quelqu'un, il faut téléphoner quelqu'un d'autre, de façon à ce qu'on ne les reconnaisse pas à la voix. Donc ils disparaissent. Ils n'utilisent plus de moyens techniques modernes. Et c'est toute la difficulté de trouver ces personnages. Les trouver et les mettre hors de combat. Abou Zaïd, l'un des émirs d'Aqmi, a été le premier d'entre eux. Et d'autres ont suivi, comme Omar Ould Amaha, Barbe Rouge, qui a harangué les foules à Tombouctou. La plupart sont morts au cours de violents échanges de tirs avec les forces spéciales, seuls ou avec les hommes de leur katiba. Les Américains, eux aussi, participent à cette traque. En juin 2015, leur frappe aérienne en Libye vise Mokhtar Belmokhtar et d'autres chefs de groupes extrémistes. Mais pour le pouvoir, il n'y a pas de politique d'élimination ciblée à proprement parler. Nous combattons ces groupes avec leurs chefs. On sait qu'il y a dans ces groupes un certain nombre d'individus qui sont particulièrement recherchés. Mais vous savez, si on en neutralise un autre vient. Donc c'est une bataille fondamentale, de fond, frontale, qu'il nous faut mener jusqu'à son terme. Serval a rempli son objectif. Bamako peut respirer. Le pays n'est plus coupé en deux. Plus aucune ville ne vit sous le règne de la charia. Un nouveau président a été démocratiquement élu. Le pouvoir de Bamako et les indépendantistes du Nord ont fini par signer un accord en juin 2015. Les militaires français ont parfaitement fait leur travail, ont repoussé les groupes djihadistes, leur ont fait très mal sur la logistique, les ont désorganisés, ont permis à l'armée malienne de réoccuper le nord du Mali. Mais le système a repris ses droits et on revient exactement à la même situation qu'avant. Je pense que la corruption a repris toute sa place dans l'appareil d'État. Avant la chute d'ATT, le Mali touchait 1 milliard de dollars par an d'aide publique au développement. 1 milliard de dollars par an. Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cet argent? Et là, on a fait des promesses de 3 milliards d'euros, si mes souvenirs sont bons, la conférence de Bruxelles. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de l'argent qui vient de l'extérieur. Le problème est ce que veulent faire les Maliens. Qu'est-ce que veulent faire les Maliens? Est-ce qu'ils ont envie de changer leur pays? Et il n'y a qu'eux qui peuvent y répondre. Il n'y a qu'eux qui peuvent y répondre. La France, avec ce gouvernement, elle n'a aucune visée interventionniste. Bon, ne faisons pas ça de gaieté de cœur. Mais nous le faisons au nom de la sécurité de ces pays, au nom de la sécurité de l'Europe, parce que regardez une carte, hein, c'est pas loin, et au nom de notre propre sécurité. Et je dis parfois un petit peu par boutade, si on ne le faisait pas par solidarité, il faudrait le faire par égoïsme. Parce que c'est nous qui sommes concernés. La France l'admet. Elle n'est pas intervenue pour régler les problèmes de fond du Mali. L'irrédentisme touareg, les différents trafics, la corruption. Quant aux djihadistes, affaiblis, traqués, ils en sont réduits à commettre des attentats ponctuels qui entretiennent un climat d'insécurité. Dès le début, on sait qu'une fois que le Mali sera restabilisé, évidemment, le terrorisme n'aura pas disparu, évidemment, Al-Qaïda n'aura pas été éradiqué, et que le traitement doit se faire au niveau régional et non pas simplement au niveau malien. Les frontières là-bas sont poreuses, une ligne dans le sable, un coup de vent, vous n'avez plus de ligne, et de toute façon, depuis la nuit des temps, c'est une zone de trafic en tout genre, hein, qui va de l'Atlantique, de la côte atlantique jusqu'à la mer Rouge. Donc on le sait. Les militaires élargissent leur champ d'action. Ils passent la main aux forces maliennes, africaines et aux casques bleus. Et à Serval succède en août 2014 l'opération Barkhane. Ils sont désormais 3000 militaires français déployés sur 5 pays. Une zone aussi vaste que l'Europe.
Pour frapper plus rapidement les djihadistes, les militaires réutilisent d'anciens forts coloniaux comme Madama au Niger. Un poste avancé en bordure de la route empruntée par les djihadistes entre le Mali et la Libye, toute proche. Il y a au sud Libye une espèce de hub qui permet aux terroristes de se ressourcer, de se fournir en armes, de faire du trafic de drogue. Et tant qu'on n'aura pas éradiqué ce noyau-là, ce creuset, on aura en permanence des résurgences. Donc il y a un grave problème au sud libyen. Il y a 10 ans, il était question de fermer des bases françaises en Afrique. Aujourd'hui, avec ces nouvelles places consolidées par Barkhane, la France a réorienté son dispositif vers le Sahel. Et personne ne sait pour combien de temps. Oui, on pourra parler de succès quand les forces armées de la région ont la capacité à contrôler la menace terroriste résiduelle qu'il y aura sur leur territoire et assurer la souveraineté sur leur territoire. Une opération militaire doit permettre d'atteindre des objectifs politiques. Et s'il n'y a pas de vision politique, l'opération militaire réussit un temps, et puis ensuite, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a un reflux. Ça ne se passe pas qu'en Afrique. S'il n'y a pas d'ambition politique claire, l'opération militaire à elle seule ne suffit pas. La France, elle ne peut pas régler tous les conflits du monde. On l'appelle partout. En Libye, au Nigeria, au Cameroun, dans la zone du Sahel, on l'appelle. La France, elle ne peut pas être la seule puissance du monde à agir. Donc il y a un message que je veux adresser à la communauté internationale. Faites votre travail. Ne faites pas la leçon, faites l'action. C'est pas pareil, la leçon et l'action. Faites votre devoir. Les djihadistes maliens ont été bloqués dans leur projet d'État islamique au Sahel parce que les Français ont accepté de prendre des risques. Qu'en sera-t-il demain en Libye ou ailleurs ?